Bonsoir et bienvenue sur Monaco Info pour cette nouvelle édition. Sans plus tarder, les titres de votre journal. Instauré en 2015 à Monaco, le télétravail fait de nombreux adeptes. Le point dans ce journal. Les arrêtés ministériels concernant les horaires et le bruit sur les chantiers ont été publiés le 7 décembre. Depuis, nous vous proposons plusieurs exemples. Suite et fin ce soir avec un chantier sur l'avenue d'Ostende. Retour sur la journée internationale du centre cardio-thoracique qui s'est tenue la semaine dernière à l'hôtel Hermitage. Akash Odedra, un des plus grands interprètes de danse kathak, s'est produit lors du Monaco Dance Forum. Et pour refermer cette édition, nous nous rendrons à Rotonde et Péronne pour notre Focus Info du jour. Un focus qui mettra en lumière le prince Louis II de Monaco et les soldats de 14-18. Le télétravail dans les entreprises monégasques, c'était le thème d'une conférence qui a été donnée en ce début de semaine au ministère d'État. Quelle est la situation en principauté à ce jour? La réponse dans ce reportage. À ce jour, après 3 années d'essai, ce sont 50 entreprises en principauté qui utilisent le télétravail, soit 572 télétravailleurs qui œuvrent depuis leur domicile. 59% d'hommes pour 41% de femmes dans des secteurs d'activité variés, les plus prisés étant cependant l'ingénierie pétrolière, l'informatique, les télécoms et les banques. L'avantage, il est très clair et il ressort de manière très limpide dans les enquêtes internes et les baromètres internes que nous pouvons lancer chaque année. Ça favorise le bien-être au travail. Nous avons 70 collaborateurs sur 260 qui sont éligibles au télétravail. On réfléchit à accroître ce nombre, mais ça passera évidemment par une analyse plus profonde des règles en matière de confidentialité et de secret bancaire et de règles de cross-boarding, parce que c'est notre principal frein à l'accroissement plus massif, on va dire, du nombre de télétravailleurs au sein de notre entreprise. L'expérience a prouvé que les télétravailleurs vacants de chez eux se rendent tout autant disponibles et réactifs que sur leur lieu habituel de travail. Un impact donc positif, tant sur la quantité des travaux réalisés que sur le recrutement des salariés. Il y a un gain de productivité, in fine, qui a été démontré, et surtout ça permet de rendre les salariés plus contents. Et la flexibilité que ça génère est une attente énorme. Et ça permet aussi, demain, la nouvelle génération qui arrive sur le marché du travail demande le télétravail. Sans télétravail, ça sera un facteur différenciant pour les entreprises qui le proposent et qui ne le proposent pas, de pouvoir attirer les nouveaux talents. Moi, je peux vous donner un exemple dans notre société où on a plutôt une embauche de profils pénuriques sur le marché à forte valeur ajoutée. Et les jeunes data scientists, donc c'est un nouveau métier, on a eu quelqu'un qui a accepté notre offre uniquement parce qu'on proposait le télétravail, sinon il aurait refusé. En tant qu'employeur, nous avons remarqué une forte demande de nos collaborateurs qui demandaient encore plus de flexibilité au travail. Et en tant qu'employeur, nous nous rendons compte que leur productivité n'a pas baissé. Et donc c'est un rendement supplémentaire pour l'employeur de voir les collaborateurs épanouis sur leur lieu de travail et qui continuent à travailler de façon tout aussi efficace qu'en étant au bureau. Salariés et employeurs trouvent donc leur compte dans le télétravail, une nouvelle manière de travailler qui semble séduire de plus en plus d'entreprises et qui permet de nouvelles opportunités d'embauche. Refermons aujourd'hui notre série de reportages consacrés aux mesures qui sont prises sur les chantiers afin de réduire les nuisances sonores. Après la rue Louis Notari et le Portier, dernier exemple, avenue d'Ostende avec Sandrine Nègre et Serge Prémont. Nous sommes au pied de l'avenue d'Ostende, non loin du rond-point Sainte-Dévote. Les travaux réalisés impliquent la voirie, tout comme dans nos reportages précédents, rue Louis Notari et du côté du Portier. Tout est entrepris afin de réduire et de limiter la pollution sonore avec ces écrans anti-bruit qui encadrent la zone. Concrètement, il repose sur la réfection, c'est-à-dire le changement du réseau d'assainissement pluvial et égout en fait. Donc il y a deux réseaux importants. Certains systèmes ont été mis en place. Avec l'aménagement urbain, on a essayé de travailler en amont par rapport à ça, de mettre en place ces systèmes, on les voit, ils sont derrière moi, ces systèmes de protection en fait, qui répondent à deux contraintes, à deux problématiques. La contrainte visuelle, c'est-à-dire de séparer visuellement le chantier de la partie piéton, et la contrainte ensuite acoustique,
c'est celle-là qui est très importante, c'est-à-dire de réduire les émissions de bruit en fait, par rapport aux gens, aux riverains, aux piétons, etc. Voilà. Débutés il y a 3 mois, ces travaux concernent toute l'avenue d'Ostende et vont être réalisés par phase, petit à petit. On s'en est servi comme chantier test et dès le mois de juillet, on a mis en place des panneaux qui ont 3 fonctions. La première fonction, c'est justement de réduire le bruit, puisqu'on arrive à des réductions de bruit jusqu'à 15 décibels. La deuxième fonction, c'est un aspect visuel, puisque c'est des panneaux qui sont relativement jolis. Et la troisième fonction, ça permet aussi de protéger les passants et les véhicules qui passent à proximité contre tout ce qui est projection de matériaux ou autre. On a eu plusieurs échanges avec l'ensemble des professionnels du secteur et on a travaillé pas mal en amont pour essayer de trouver une solution qui soit pertinente et dans la protection du bruit. Et aussi, il faut trouver des solutions qui permettent de ne pas trop ralentir les chantiers. Les arrêtés ministériels concernant le bruit et les horaires ont été publiés le 7 décembre et le directeur de l'aménagement urbain l'évoquait dans le premier volet de notre série. Ils visent à fixer des bases réglementaires renforcées pour répondre, entre autres, aux attentes des résidents. Santé à présent avec ce congrès qui s'est tenu la semaine dernière à l'hôtel Hermitage. La journée internationale du centre cardio-thoracique a réuni de nombreux spécialistes en principauté sur un thème bien spécifique. Plus de détails dans ce reportage signé Émilie Rousseau. C'est un rendez-vous annuel de renom pour les spécialistes du genre. La journée internationale du centre cardio-thoracique rassemble cardiologues, chirurgiens et invités de marque autour des différents thèmes sur les pathologies thoraciques ou cardiovasculaires, qu'elles soient médicales ou chirurgicales. Des spécialistes de renommée mondiale ont été invités à venir partager leur expérience lors de cette journée de référence organisée par le Conseil scientifique du centre cardio-thoracique de Monaco. C'est avant tout un travail d'équipe pluridisciplinaire qui va donc rassembler dans cette aire cardiovasculaire, cardiologie interventionnelle, chirurgie vasculaire et chirurgie cardiaque. La discussion est permanente sur les images et donc que vous allez retrouver sur les différents thèmes, que ce soit les cardiopathies congénitales, la chirurgie endovasculaire ou la cardiologie adulte. Vous allez retrouver ces discussions pluridisciplinaires qui se font avant tout autour des images qui sont maintenant d'une qualité tout à fait remarquable. L'imagerie cardiovasculaire était au cœur de cette journée. Claudio Schonholz est considéré comme l'un des pionniers des réparations endovasculaires de l'aorte. Il a pu constater l'évolution de l'imagerie médicale tout au long de sa carrière. Si nous regardons dans nos salles d'opération modernes et hybrides, nous n'avons pas seulement d'excellente angiographie. Ce que nous faisons également, c'est d'utiliser les images obtenues par le CT scan et de réaliser ce que l'on appelle une imagerie par fusion, qui nous permet d'obtenir de meilleurs résultats. Cela nous permet également de réduire la quantité de radiation par rayon X que nous donnons aux patients et la quantité de contraste que l'on utilise durant la procédure. L'imagerie au service de la cardiopathie congénitale, de la cardiologie interventionnelle ou des pathologies endovasculaires ont été abordées tour à tour par ces grands spécialistes. L'imagerie permet maintenant aux chirurgiens de guider leurs gestes et aux patients un traitement moins lourd. 30 ans de progrès médical dont a été témoin le centre cardio-thoracique créé en 1978. Dans le reste de l'actualité, en images. À l'occasion de la tenue à Monaco de l'Assemblée générale de l'ICRI, l'initiative internationale pour les récifs coralliens, un accord a été signé entre la Principauté et la République d'Indonésie. Cette lettre d'intention a été ratifiée par le Centre scientifique de Monaco et le ministère des Affaires maritimes et de la pêche indonésien. Elle porte sur une coopération entre les deux pays dans les domaines de la recherche et de la conservation des récifs coralliens. Le Monaco Dance Forum se poursuit en principauté. Les ballets de Monte-Carlo ont invité le public à découvrir Akash Odedra, l'un des tout meilleurs interprètes de danse kathak. Au programme, 4 chorégraphies avec des jeux de lumière et d'obscurité. Dominique Poulain.
Rising est un spectacle où se mêlent modernité et tradition dans la plus parfaite harmonie. Un programme interprété par le danseur et chorégraphe Akash Odedra, jeune pousse de la scène britannique passé par l'apprentissage de la danse traditionnelle indienne qu'il pratique depuis l'âge de 8 ans. Akash Odedra débute son programme sur la scène du théâtre des variétés par un solo de Kathak, un style classique du nord de l'Inde avec lequel il a grandi. Il en ressort aujourd'hui avec un style qui lui est propre, qui n'appartient qu'à lui. Puissance, grâce et virtuosité, l'envoûtement est total. C'est le passé et le présent dans une même pièce. Pour moi, il s'agit d'un mélange entre ce que l'on a avec le passé et avec ce qui est important aujourd'hui, car je crois que dans ce monde, nous sommes tellement focalisés sur le fait d'aller de l'avant qu'on ne regarde jamais derrière soi. Alors moi, j'ai voulu amener mes racines et mon héritage dans ce monde-là, et je voulais le partager, et comme cela, tout le monde pouvait s'identifier avec mon travail. Ce spectacle de haut vol se poursuit avec 3 solos courts signés par 3 grands noms de la chorégraphie. Akram Khan, Roussel Malifant et Cyril Arbi Cherkaoui. 3 pièces spécialement créées pour lui. Tout au long du programme, jeux de lumière et d'obscurité se succèdent. Pour moi, chaque spectacle est une recherche. Je suis en train de chercher quelque chose qu'on ne voit pas, quelque chose qui n'a pas de forme. Je suis à la recherche de quelque chose de spirituel, quelque chose comme Dieu ou l'énergie. Donc pour moi, chaque pièce est un voyage. Et ce voyage est très important pour moi et c'est ce que j'aime. Le danseur dialogue avec son corps dans une maîtrise parfaite, passant de tourbillonnement à une certaine douceur, en exécutant chaque mouvement avec le plus grand soin. Les chorégraphies sont variées, les jeux de lumière ajoutent du mystère et apportent de la poésie et de la magie. C'est à présent l'heure de notre Focus Info. Nous nous rendons dans les Hauts-de-France sur les traces du prince soldat, l'arrière-grand-père du prince souverain, le prince Louis II. C'est le reportage sur place d'Alexandra Pani et de Serge Prémont. Acclamé par les jeunes élèves de l'institution Sévigné, le prince Albert II achève son parcours de mémoire à l'occasion du centenaire de la Première Guerre mondiale. Après la Marne en 2015, Verdun en 2016 et le Chemin des Dames l'an dernier, le prince souverain a tenu à se rendre dans les Hauts-de-France pour honorer la mémoire des soldats venus combattre lors du conflit de 14-18, dont son arrière-grand-père, le prince Louis II. Ce cheminement de ces dernières années, grâce au centenaire de la Grande Guerre, a été pour moi l'occasion de me rendre sur les lieux emblématiques de cette Grande Guerre, mais les lieux aussi où mon arrière-grand-père s'est illustré. Ces ultimes étapes, à Compiègne et puis ici à Péronne, ont permis de lui rendre un dernier hommage. Une visite amicale qui débute à la clairière de l'Armistice. Comme Emmanuel Macron et Angela Merkel il y a quelques semaines, le prince Albert II s'est d'abord recueilli devant la statue du maréchal Foch, puis de la dalle sacrée. C'est une visite d'amitié, de proximité, d'hommage, et qui scelle vraiment de façon très émouvante la très grande proximité entre le rocher et l'Hexagone.
Les officiels se sont ensuite dirigés vers le mémorial de l'Armistice. Ce musée abrite des pièces emblématiques de la Première Guerre mondiale. Et c'est dans le célèbre wagon que le prince Albert II était invité à signer les livres d'or de la ville et du musée, comme l'avait fait la princesse Grace lors d'une visite en 1973. Ce wagon, là, normalement, en 1918, a servi 2 fois. Il a servi le 8 au matin à 9 h, quand les plénipotentiaires ont été reçus par le maréchal Foch et l'amiral Wemyss. Et il a servi le 11 entre 2h15 et 5h15 du matin, c'était de bonne heure le matin, pour signer l'armistice. La route se poursuit du côté de Péronne cette fois-ci. Le souverain s'est d'abord rendu à l'historial de la Grande Guerre. Depuis plus de 25 ans, cette institution est une référence concernant la Première Guerre mondiale et aborde le conflit dans toute son ampleur, culturelle, sociale et militaire. Mais Péronne est aussi connue dans l'histoire de la principauté pour avoir été le lieu de signature du traité franco-monégasque du 14 septembre 1641, une étape importante dans l'affirmation de la souveraineté de Monaco. La ville de Péronne donc, est une sous-préfecture qui est chargée d'histoire sur plus de 14 siècles, puisque Péronne est une ville frontière jusqu'au traité des Pyrénées, ce qui veut dire qu'elle a une réelle importance stratégique dans l'échiquier militaire et politique des rois de France. Et c'est notamment pour cela que le traité de Monaco a été signé à Péronne et pas dans une autre ville en 1641. Ce traité de Péronne qui nous est bien connu, il est signé par le roi Louis XIII avec le prince Honoré II et il matérialise l'alliance de la France et de Monaco après une période de protectorat espagnol sur Monaco qui était devenu pesant. Et puis lorsqu'on est une petite souveraineté comme Monaco, il faut être sous la protection, j'allais dire, de la puissance la plus forte pour garantir, pour apporter la meilleure garantie à la souveraineté, à l'indépendance monégasque, et l'Espagne était en train de perdre la guerre de 30 ans face à la France. Donc c'est opportunément que le prince Honoré II, comme une étape majeure dans l'affirmation de sa souveraineté, a choisi la France. Le traité de Péronne reste une référence fondamentale puisqu'il est toujours cité, que ce soit par les présidents de la République ou par les princes souverains, comme étant à l'origine de la fameuse communauté de destin qui lie depuis 1641 les deux pays. C'est ensuite du côté de la mairie que la journée s'est conclue. Ce parcours de mémoire s'est ensuite achevé dans l'intimité le lendemain à Cormicy, dans la Marne, où un sentier du prince soldat a été inauguré.